Je suis un gars de 32 ans et j'étais marié à mon ex-femme Anna, qui a 30 ans, pendant environ 2 ans. Anna et moi étions profondément amoureux, et honnêtement, ça me choque toujours de parler de comment elle m'a trompé, étant donné tout ce que nous avons vécu ensemble. Notre histoire remonte loin. Anna et moi n'étions pas des étrangers quand nous avons commencé à sortir ensemble. En fait, nous avons grandi dans le même quartier quand nous étions enfants, donc nous nous connaissions assez bien. C'est un peu triste, mais quand j'avais environ 15 ans, sa famille a déménagé dans une maison différente et nous avons perdu contact. Des années plus tard, par pur hasard, nous nous sommes retrouvés en tant qu'adultes. Même étant un enfant qui ne connaissait pas grand-chose à l'amour, j'avais le béguin pour Anna. Et quand nous nous sommes croisés en tant qu'adultes, cette étincelle de mon béguin d'enfance est revenue à la vie. Nous avons discuté un moment et échangé nos coordonnées. Heureusement, Anna était célibataire à l'époque. Après avoir passé des semaines à traîner ensemble, j'ai rassemblé le courage de lui demander d'être ma petite amie et elle a accepté avec joie. Nous avons fréquenté pendant 1 an avant de décider de nous marier. Cela peut sembler simple, mais mon amour pour Anna était profond et l'épouser m'a fait me sentir complet. Beaucoup de choses avaient changé dans nos vies, mais au fond, Anna était toujours cette personne brillante, spirituelle et pleine de vie que je me rappelais de notre enfance. Elle était devenue professeure de collège, tandis que je travaillais comme mécanicien dans un atelier automobile. Entre nous, Anna était l'intellectuelle et elle aimait les gens intelligents. Moi, en revanche, j'avais un cœur ouvert et je ne cherchais pas spécifiquement des personnes intelligentes comme elle le faisait. C'était une grande différence entre nous. Au début, quand nous renouions et passions du temps ensemble, j'avais parfois l'impression de ne pas être à son niveau. Cependant, à mesure que je la connaissais mieux et que nous tombions follement amoureux, j'ai gagné en confiance. Mais j'ai toujours fait un effort supplémentaire pour la rendre heureuse. Notre mariage a été un véritable bonheur, rempli de plaisir, de douceur et de rire. Anna avait un talent spécial pour rendre la vie conjugale incroyablement agréable et paisible. Nous nous disputions rarement, voire jamais. Quand nous sortions ensemble, Anna m'avait dit à quel point elle détestait qu'on lui crie dessus. Elle m'a fait promettre de ne jamais élever la voix contre elle, peu importe à quel point j'étais contrarié. J'ai promis de garder mon calme dans toutes les situations, et elle a fait la même promesse. Donc, quand nous avions des désaccords, ils semblaient intenses, mais nos voix ne montaient jamais. En ce qui concerne notre opinion sur le fait d'avoir des enfants, Anna et moi étions sur la même longueur d'onde. Nous ne voyions pas l'intérêt d'attendre des années avant de fonder une famille. Pour moi, cela n'avait tout simplement pas de sens. J'ai préféré avoir un enfant dans l'année ou les 2 années suivant notre mariage pour que notre enfant puisse grandir avec nous pendant que nous vieillissons ensemble, plutôt que d'attendre d'être beaucoup plus âgé pour avoir notre premier enfant. Juste après avoir passé l'alliance, nous étions impatients de fonder une famille. Il y a eu des moments où Anna pensait qu'elle pourrait être enceinte parce qu'elle avait manqué ses règles, pour finalement les avoir le lendemain. Mais au cours de la première année de notre mariage, elle est tombée enceinte une fois, mais malheureusement, elle a subi une interruption après seulement 1 mois, et nous avons perdu le bébé. C'était une période incroyablement émotionnelle et difficile pour nous deux. Nous attendions avec impatience de concevoir depuis des mois, et quand cela s'est enfin produit, nous avons dû faire face à cette perte déchirante. Après cette première perte, nous avons décidé de faire une pause avant de réessayer. Malheureusement, l'histoire s'est répétée, et Anna a subi une autre perte aux alentours de 5 semaines de grossesse. La deuxième fois, elle s'est réveillée un matin et a remarqué des saignements abondants. Lorsque nous l'avons emmenée à l'hôpital, il a été confirmé qu'elle avait subi une autre perte. Toute cette expérience nous a énormément affectés émotionnellement, et pendant plusieurs mois, l'idée d'avoir un autre enfant était trop douloureuse pour en discuter. J'ai fait de mon mieux pour la soutenir pendant cette période difficile et j'ai essayé de rester fort pour nous deux. Avec le temps, nous avons lentement avancé, laissant derrière nous la douleur de ces 2 interruptions. J'ai compris qu'Anna avait besoin de temps pour guérir émotionnellement, alors j'ai pris la décision consciente de ne pas aborder le sujet d'avoir des enfants tant qu'elle n'avait pas pleinement surmonté son chagrin.
Notre mariage s'est finalement remis de ces mois difficiles, et la vie est revenue à un semblant de normalité. Même lorsque les choses semblaient aller bien, j'ai continué à traiter Anna comme une reine et à répondre à tous ses besoins. Outre son travail d'enseignante, elle n'avait pas à se soucier de quoi que ce soit à la maison. Je me suis occupé de la cuisine, du ménage, du linge, de l'entretien de notre pelouse, des courses, et j'ai même préparé des repas spéciaux pour elle de temps en temps. J'étais extrêmement attentif car je savais qu'elle se sentait comme si quelque chose n'allait pas chez elle et qu'elle attirait la malchance à cause de la perte. Mon objectif principal à ce moment-là était de la rassurer en lui disant qu'elle n'était absolument pas responsable et que je l'aimais profondément. Environ 4 mois après la perte de notre deuxième grossesse, un week-end, alors que je faisais ma routine habituelle de nettoyage de la maison, Anna est venue vers moi les larmes aux yeux. Quand je suis revenu de la cuisine et que ces messages ne cessaient de s'afficher, j'ai décidé de désactiver ces notifications, ne voulant pas déranger le sommeil d'Anna. Mais alors que j'essayais de mettre en sourdine son téléphone, les messages continuaient d'affluer, à la fois sur WhatsApp et Instagram. Ma curiosité a pris le dessus. Comme son téléphone était verrouillé par empreinte digitale, j'ai utilisé son empreinte pour le déverrouiller et voir qu'il a bombardé de messages. Une fois dans son téléphone, j'ai remarqué que l'expéditeur était un contact enregistré avec un seul emoji d'amour. Naturellement, je me suis demandé qui était cette personne, et mon cœur s'est serré en commençant à lire leurs messages. De leur conversation, il est devenu évident qu'elle discutait avec un gars qui ne cessait de demander des nouvelles de mon bébé et de s'inquiéter pour sa santé et sa grossesse. J'ai dû relire leurs messages à plusieurs reprises pour comprendre la situation, essayant de savoir s'il était médecin ou quelque chose du genre. Après quelques recherches, j'ai déterminé que ce n'était pas le cas. Pendant ce temps, je regardais aussi son Instagram. À ma grande surprise, le même gars lui avait envoyé un message là-bas, et de manière choquante, il lui avait même envoyé une photo de ses parties intimes. Je n'aurais pas su pour leur communication sur Instagram si ce n'était pour ce message. C'est à travers leur discussion sur Instagram que j'ai découvert qu'Anna m'avait été infidèle. Naturellement, j'ai été poussé à découvrir qui était ce gars et ce qui l'avait amené à me tromper. En explorant son profil Instagram, j'ai appris qu'il était scientifique. Je n'arrivais pas à le croire. Il m'a fallu toute la nuit pour accepter le fait que ce n'était pas un affreux rêve. Ce qui m'a le plus blessé, c'est de réaliser que j'avais travaillé sans relâche pour créer un foyer confortable pour un enfant qui n'était même pas le mien. Cette nuit-là, j'ai fait une valise avec quelques vêtements et je suis allé chez mon ami pour passer la nuit. Je ne supportais pas d'être près d'Anna après avoir découvert ses actions trompeuses. La cerise sur le gâteau a été de découvrir que son amant savait qu'elle était mariée à moi. Il lui demandait parfois comment je la traitais, elle et le bébé, à quoi elle répondait quelque chose comme « Ouais, il essaie ». Lire cela, qu'elle m'avait dépeint comme essayant juste d'être un bon partenaire et père, m'a rendu furieux. J'avais assumé toutes les responsabilités à la maison, m'occupant d'elle, lui préparant ses plats préférés à des heures indues, lui donnant des massages et faisant face à ses sautes d'humeur. Tout dans sa trahison a été vraiment dévastateur. C'était incroyablement blessant pour elle de me tromper avec un autre homme et ensuite de me mentir sur la paternité de l'enfant. Vers 3 heures du matin, Anna s'est réveillée et a réalisé que je n'étais pas à la maison. Elle m'a appelé, se demandant pourquoi je n'étais pas là, et j'ai répondu d'un ton distant que j'avais du travail en retard à l'atelier automobile. Je lui ai assuré que je rentrerais à la maison plus tard dans la matinée, mais je n'ai pas tenu parole. En fait, je ne suis pas rentré à la maison pendant 4 jours, la laissant dans un état de panique. Pendant ces 4 jours d'absence, Anna a essayé de m'appeler à plusieurs reprises, mais j'ai délibérément ignoré ses appels. Elle a finalement décidé de se rendre à l'atelier automobile où je travaillais, pour apprendre que j'avais demandé une semaine de congé pour des affaires familiales. Au milieu de tout cela, j'ai créé un faux compte Instagram pour enquêter plus en profondeur sur le partenaire d'Anna. Mon enquête a révélé qu'il était scientifique depuis plusieurs années et avait même reçu un prix prestigieux. J'ai également découvert qu'il était marié à une femme qui se trouve être psychologue et qu'ils avaient 2 enfants ensemble.
Voulant révéler la vérité, je me suis adressé à sa femme sur Instagram, en étant direct sur la situation et en fournissant les preuves, y compris des photos de leur conversation sur le téléphone d'Anna. Elle m'a répondu le lendemain, en organisant une rencontre entre nous. Je l'ai rencontrée le 4e jour, le même jour où je suis rentré à la maison auprès d'Anna. Lors de notre rencontre, elle n'arrivait pas à croire que son mari la trompait, même après avoir vu les preuves. Elle était dévastée et presque submergée quand je lui ai révélé que ma femme, Anna, était enceinte de son mari, Lowell. Nous avons décidé que nous confronterions tous les deux nos conjoints respectifs sur ces affaires. Je ne pouvais pas cacher ma propre douleur et ma colère, qui avaient couvé pendant ces 4 jours d'absence. Quand je suis finalement rentré à la maison ce soir-là, Anna est accourue vers moi, mais dès que j'ai mis le pied dans le salon, je lui ai dit que je voulais faire un test de paternité pour le bébé, la prenant par surprise. Elle a remis en question ma soudaine demande de test de paternité, à quoi j'ai expliqué que j'avais besoin d'être certain que le bébé était le mien. Elle a ri, trouvant cela ridicule, et a refusé de se plier à un test de paternité, affirmant que le bébé était indubitablement le mien. Je pouvais voir qu'elle essayait de manipuler la situation. Si je n'avais pas connu la vérité, son jeu aurait pu me convaincre que j'étais le père de son enfant. Ce jour-là, je lui ai parlé durement pour la première fois depuis des années, et elle a été surprise par ma réaction. Ce qui a suivi, c'était ses pleurs et ses accusations selon lesquelles je l'accusais à tort de tromperie, exprimant son incrédulité que je puisse faire une telle chose après tout ce que nous avions vécu. J'ai observé alors qu'elle pleurait et essayait de me manipuler émotionnellement, mais je suis resté ferme, insistant pour obtenir un test de paternité, malgré sa condamnation. J'avais imprimé des copies des photos que j'avais prises de ces conversations en ligne, et je les lui ai jetées. Elle a été choquée de voir que j'avais découvert sa vérité. Après un bref silence, elle a prétendu que c'était juste un flirt inoffensif avec l'homme, et qu'il ne s'était rien passé de physique entre eux. Ses explications étaient tellement faibles que je n'avais même pas envie de discuter avec elle. Au lieu de cela, j'ai souligné que tout homme se référant à son bébé comme le sien était une affaire sérieuse, c'est pourquoi j'avais besoin de voir les résultats du test de paternité. Nous nous sommes disputés pendant des heures, mais finalement, elle a accepté de subir le test de paternité. Nous avons procédé au test, et lorsque les résultats sont arrivés, ils ont confirmé que le bébé n'était pas le mien. À ce stade, Anna savait que faire semblant était inutile, alors elle a commencé à demander pardon. Elle a menti, disant qu'elle était tombée enceinte par un don et ne savait pas qui était le père. Je pouvais voir à travers sa tromperie, mais j'étais trop en colère et épuisé pour la confronter, alors je l'ai laissée à l'hôpital. Je suis rentré chez moi et j'ai emballé la plupart de mes affaires. Alors que j'étais en train de faire mes valises, elle est rentrée à la maison et a essayé de m'arrêter. À ce moment-là, ma colère a atteint son paroxysme, et j'aurais pu faire quelque chose de regrettable, alors j'ai quitté la maison. Peu importe à quel point j'ai essayé de transmettre ma déception et ma peine, les mots ne pouvaient pas pleinement exprimer mes sentiments. Alors que je partais, Anna est devenue dramatique, me lançant des insultes. Malgré ses efforts pour me faire rester, j'ai quitté la maison, et nous n'avons pas communiqué pendant une semaine. Elle m'appelait tous les jours, me laissant divers messages vocaux de pleurs, de cris et de supplications. C'était comme si elle avait plusieurs personnalités. Il y a seulement 2 jours, ses parents m'ont appelé et m'ont critiqué. Ils m'ont qualifié de père indigne et ont prétendu que j'étais le pire père qu'un enfant puisse avoir. Honnêtement, je n'étais pas d'humeur pour le drame, alors je voulais divorcer tranquillement d'Anna sans révéler son infidélité à qui que ce soit. Sachant qu'Anna m'avait trompé et avait causé la rupture de notre relation, elle a quand même continué à répandre des mensonges à mon sujet à ses parents, ses amis et à quiconque voulait bien l'écouter. Je ne supporte pas que les gens me critiquent pour des choses que je n'ai pas faites, surtout quand je sais que c'est Anna qui devrait être tenue responsable. Ses parents m'ont même menacé de graves conséquences si quelque chose arrivait à leur fille ou à l'enfant à naître. Bien que l'enfant ne soit pas le mien, je ne veux pas que le bébé à naître souffre, c'est pourquoi je choisis de me taire jusqu'à ce qu'elle accouche. Mise à jour.
Quelqu'un ici a mentionné mon désir de divorcer d'Anna sans faire de scandale. Je tiens à préciser que je suis très sérieux à ce sujet. J'ai eu ma part équitable de problèmes matrimoniaux dans cette relation. Cela devient encore plus déconcertant quand je pense à la possibilité qu'Anna ait pu me tromper dès la première année de notre mariage. Certains d'entre vous ont souligné que se marier avec Anna en moins d'1 an semblait trop rapide. Je croyais la connaître depuis l'enfance, donc sortir ensemble pendant 1 an ne me semblait pas précipité. Mais tout cela est maintenant du passé. La semaine dernière, j'ai publié un message public sur Facebook laissant entendre le chagrin qu'Anna m'avait causé et comment nos projets avaient été anéantis. Un ami de Facebook d'Anna m'a contacté après avoir vu le message. Vous savez comment les réseaux sociaux connectent les gens? Il se trouve qu'il était un collègue enseignant à l'école d'Anna, et il a mentionné qu'il avait quelque chose d'important à partager à propos d'Anna. J'ai accepté de le rencontrer et il m'a révélé quelque chose d'incroyable. Anna avait eu des liaisons avec certains des pères de ses élèves. Au début, je ne pouvais pas croire ce qu'il disait jusqu'à ce qu'il me montre une courte vidéo qu'il avait secrètement enregistrée il y a quelque temps. Selon lui, Anna avait un penchant pour s'impliquer avec les pères des enfants brillants de sa classe, et il semblait qu'elle les poursuivait de manière agressive. Il prétendait vouloir m'aider à éviter des ennuis, c'est pourquoi il avait décidé de partager cette information. De plus, il a mentionné que l'école était au courant des agissements d'Anna, c'était la vraie raison pour laquelle elle avait été renvoyée de son travail, pas parce qu'elle avait choisi de démissionner. Cela signifiait que pendant que je me démenais pour m'occuper d'Anna en me négligeant moi-même, elle me trompait. C'était la seule explication possible car ses revenus n'avaient pas changé d'un iota. Chaque matin, elle se préparait pour le travail et rentrait à la maison vers midi comme d'habitude. Elle racontait même des histoires sur le plaisir qu'elle avait avec les enfants de sa classe, que je sais maintenant être des mensonges. Dire que je me sentais utilisé par Anna serait un euphémisme massif. Je n'ai jamais été trompé, utilisé ou manipulé de cette manière par qui que ce soit auparavant. Entendre toutes ces révélations a suscité en moi un niveau de colère que je ne pensais même pas possible. Entre-temps, j'ai déjà contacté un avocat pour entamer le processus de tri de nos papiers de divorce. Une fois le divorce finalisé, je ne suis pas tout à fait sûr de ce que je ferai ensuite. Mais soyez assurés, je vous tiendrai tous informés de l'évolution des choses avec Anna et ses drames sans fin. Comme vous l'avez tous souligné à juste titre, reprendre Anna serait comme me tirer une balle dans le pied. Je n'ai plus aucun amour pour elle, et je ne ressens même pas une once de pitié. Si elle a pu commettre quelque chose d'aussi terrible alors que je faisais tout mon possible pour être un bon mari et la soutenir, et pour ce que je croyais être notre enfant, qui sait ce qu'elle pourrait faire d'autre? Je n'exagère pas ici. Une personne comme Anna est capable de tout. J'ai donc finalement décidé de confronter ses parents, qui appelaient sans cesse. J'ai partagé les photos des conversations entre elle et son amant dans leur groupe de discussion familiale WhatsApp. J'ai également envoyé une longue note vocale pour expliquer tout au cas où quelqu'un aurait du mal à lire. Tout cela s'est passé avant mon affrontement final avec Anna. Je lui ai dit franchement que je savais pour ses liaisons avec plusieurs hommes, et que le père de son enfant était en réalité un scientifique. Son visage a montré qu'elle ne s'y attendait pas. Elle avait déjà perdu du poids à force de pleurer, de réfléchir et de me supplier de lui parler ces derniers jours. Je pensais qu'elle continuerait à me supplier, mais elle savait que son temps pour faire semblant était écoulé. Au lieu de cela, elle s'est défendue et a admis avoir eu une liaison avec le scientifique. Elle m'a même dit sans honte qu'elle l'avait fait parce qu'elle voulait de bons gènes pour son bébé, pas mes prétendument faibles et stupides gènes. Je ne pouvais pas croire qu'elle m'ait dit ça en face, mais elle l'a fait. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais déjà contacté son amant par l'intermédiaire de sa femme et leur avais appris que j'avais découvert qu'Anna était une infidèle chronique. Je savais qu'Anna ne montrait aucun remords lorsqu'elle avouait l'affaire parce qu'elle s'attendait probablement à de lourdes pensions alimentaires pour enfants de sa part. Malheureusement pour Anna, son amant voulait aussi se réconcilier avec sa femme, alors il a insisté pour un test de paternité. À ma grande surprise, les résultats ont montré qu'il n'était pas le père de l'enfant non plus. Il s'est avéré qu'à ce moment-là, Anna avait été avec plusieurs partenaires, dont moi,
le scientifique, et 2 autres hommes, dont l'un était le père de ses élèves. Elle ne pouvait pas déterminer qui était le vrai père. Environ 2 semaines plus tard, après que son amant a appris qu'il n'était pas le père, mon avocat lui a envoyé les papiers du divorce. Au début, elle a refusé de les signer, prétendant que je lui avais ruiné la vie et que je devais rester avec elle. C'était une situation assez risible. Sur un autre sujet, lorsque ses parents ont découvert qu'elle ne savait pas qui était le père de son enfant, ils l'ont renié par honte. Finalement, elle a cédé et signé les papiers du divorce, et nous ne sommes officiellement plus ensemble. Elle a tenté de me duper mais a fini par tout perdre, y compris sa famille. Maintenant, elle devra élever le bébé seule, et j'espère sincèrement qu'elle pourra retrouver le père du bébé. Je tiens à exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont suggéré que je contacte son amant dans ma dernière mise à jour. Cela a joué un rôle important pour révéler la vérité et mettre un terme à ce chapitre de ma vie. Chers téléspectateurs, laissez vos opinions dans les commentaires ci-dessous et restez à l'écoute car nous plongeons dans la prochaine histoire. Je suis un homme de 34 ans. J'ai épousé ma femme, Alice, qui a 29 ans, il y a 5 ans. On dirait que c'était hier quand elle a emménagé dans notre quartier et est venue à ma porte avec une assiette de cookies faits maison. Elle avait préparé ces cookies comme un geste amical pour connaître ses nouveaux voisins. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit quelqu'un servir des cookies faits maison à ses voisins. Alice était une personne très joyeuse et dynamique qui était amicale avec tout le monde. Lorsqu'elle a apporté ses cookies, je l'ai invitée à prendre une tasse de café. Nous sommes rapidement devenus amis et avons sympathisé autour du café et des cookies. Nous avons fréquenté pendant 2 ans avant d'échanger nos vœux de mariage. Une chose qu'Alice aimait autant que moi, c'était son jardin. Elle avait une véritable passion pour les plantes. Avec ses connaissances en botanique, elle possédait même une petite pépinière. Son jardin personnel était comme son bébé. Elle chérissait toutes les fleurs qu'elle y avait plantées. Cela peut sembler inhabituel, mais chaque matin, elle parlait réellement à ses plantes tout en les arrosant. Avant que nous nous marions, Alice m'avait clairement fait comprendre que je devrais emménager avec elle car elle ne supportait pas l'idée de quitter son jardin. Elle n'a pas demandé. Elle m'a simplement informé de sa décision. Cela ne me dérangeait pas du tout car je comprenais parfaitement sa passion profonde et son amour pour son jardin. Sans hésitation, j'ai emménagé avec elle. Notre vie de couple se déroulait sans encombre jusqu'à récemment. Les qualités qui nous attiraient initialement l'un à l'autre sont devenues une source de tension. Tu vois, Alice et moi avons des natures assez contrastées. Comme je l'ai mentionné plus tôt, Alice est une personne extrêmement extravertie et sociable. Elle a un large cercle d'amis et se lie facilement avec de nouvelles personnes. En revanche, je suis tout le contraire. Je suis introverti et plutôt timide. Je ne me sens pas à l'aise de parler avec n'importe qui et je ne crée des liens qu'avec quelques personnes sélectionnées. Je préfère passer une grande partie de mon temps libre à la maison plutôt que de sortir. Mes vacances idéales impliquent de rester à la maison avec Alice, regarder la télévision et cuisiner un bon repas pour nous deux. En revanche, Alice aime sortir, que ce soit pour dîner dans un café ou rencontrer des amis. Compte tenu de nos différences, nous avons établi quelques règles au début de notre mariage pour éviter les conflits majeurs. Nous nous sommes assurés de pouvoir tous les deux pratiquer des activités qui nous plaisaient. Les samedis étaient réservés à la sortie, quelque chose qu'Alice adorait. Les dimanches, en revanche, étaient désignés comme nos journées à la maison, nous permettant de passer du temps de qualité ensemble, ce que j'appréciais. Cet arrangement a bien fonctionné pour nous pendant un certain temps. Cependant, les choses ont pris un tournant quelque peu inhabituel ces dernières semaines. Alice passe beaucoup de temps à l'extérieur de la maison. Elle rencontre fréquemment des amis ou assiste à divers événements sociaux. Récemment, j'ai l'impression qu'Alice est rarement à la maison avec moi. Ce n'est pas qu'elle me laisse délibérément derrière ou me néglige. Elle m'invite toujours à la rejoindre quand elle sort pour rencontrer ses amis lors de soirées. Mais je décline généralement. Quand je rentre du travail, je me sens souvent trop épuisé socialement pour même envisager de sortir et de me mêler aux gens. Il y a eu quelques occasions où j'ai accepté à contre-cœur de l'accompagner,
mais je n'ai pas apprécié ces soirées. Engager des conversations était difficile et j'étais complètement épuisé à la fin de la soirée. Donc, la prochaine fois qu'Alice m'a demandé de la rejoindre avec ses amis, j'ai choisi de rester à la maison. Honnêtement, elle me manque chez nous. Elle sort plus fréquemment que d'habitude et je ressens son absence quand elle est partie. Quand elle rentre à la maison, elle est généralement trop fatiguée et va directement se coucher. J'ai commencé à ressentir le manque de nos conversations profondes et de la connexion que nous avions l'habitude de partager. Je ne veux pas être le genre de mari qui empêche sa femme de poursuivre ses centres d'intérêt. Je veux qu'elle sorte et fasse ce qu'elle aime. Cependant, il semble qu'Alice ne soit peut-être pas aussi intéressée à passer autant de temps avec moi, et cela me tracasse. Je me demande si elle en a assez de notre relation, ou si c'est juste une phase de surcharge de travail pour elle. Je comprends qu'il n'y ait pas de signe clair de problème dans notre relation, mais après avoir lu de nombreuses histoires d'infidélité ici, je me retrouve à être plus prudent et à ne pas vouloir ignorer de possibles signaux d'alarme. J'espère que ce sentiment est juste temporaire et finira par s'estomper. Mise à jour après avoir lu les réponses à ma publication précédente, j'ai réalisé qu'il valait mieux avoir une conversation ouverte et honnête plutôt que de bouder en silence dans un coin. J'ai décidé de communiquer directement mes sentiments et mes insécurités à Alice. Bien que je n'étais pas excessivement insécure, être introverti dans une relation avec une extravertie présentait certains défis. Nous craignons parfois que notre partenaire s'ennuie avec nous parce que nous ne sommes pas aussi extravertis qu'eux. De plus, les introvertis ont tendance à trop réfléchir, et avant la confrontation, j'avais élaboré de nombreux plans dans ma tête sur la façon d'exprimer mes sentiments sans blesser. Je m'étais infligé une angoisse mentale inutile, et je savais que c'était contre-productif. La meilleure approche était d'avoir une conversation franche avec elle et de partager les préoccupations qui me tourmentaient, puis de travailler ensemble pour trouver une solution. Un jour, quand Alice est rentrée de sa garderie, je lui ai dit que j'avais besoin de lui parler de quelque chose. Elle a été surprise par ma demande soudaine d'une conversation sérieuse. Je me suis ouvert et j'ai partagé tout ce qui me tracassait. Après m'avoir écouté, elle s'est sincèrement excusée et a reconnu que c'était un avertissement pour elle. Elle m'a assuré qu'elle ferait un effort pour éviter de me faire ressentir cela à l'avenir. Alice a expliqué qu'elle sortait fréquemment car beaucoup de ses amis étaient en ville après longtemps, mais elle était prête à revenir à notre routine précédente que nous apprécions tous les deux. J'étais soulagé qu'Alice ait réagi à la situation avec maturité et compréhension plutôt que de minimiser mes sentiments ou de se montrer défensive. Elle a respecté mes émotions, et je l'ai appréciée pour cela. Nous avons tous les deux convenu qu'avoir une conversation ouverte et raisonnable avait été la bonne façon de traiter le problème. C'était merveilleux d'avoir une conversation comme deux adultes profondément amoureux et se comprenant mutuellement. Après cette journée, Alice et moi sommes retournés à notre routine habituelle où nous prenions du temps l'un pour l'autre, et je croyais que les choses s'amélioreraient pour nous. Et pendant un certain temps, elles se sont effectivement améliorées. Cependant, ce changement positif n'a pas duré longtemps. Environ 2 semaines plus tard, Alice a recommencé à se comporter comme avant. Elle rentrait tard de la crèche, passait fréquemment du temps avec ses amis, et je me retrouvais seul à la maison comme d'habitude. Ce qui était le plus surprenant et préoccupant, c'est que j'ai remarqué qu'Alice avait commencé à négliger son jardin bien-aimé. J'avais toujours été certain qu'Alice se souciait plus de son jardin que de moi. C'était comme son bébé. Voir qu'elle le négligeait était perturbant. Cela m'a fait réaliser qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec Alice, et qu'autre chose avait pris le pas dans sa vie, au-dessus de nous, moi et son jardin. Un jour, par ennui, j'ai décidé d'arroser les plantes du jardin puisqu'Alice n'était pas là. C'est là que j'ai découvert qu'une des plantes était morte. C'était alarmant car je savais à quel point ces plantes comptaient pour elle, et elle ne serait jamais aussi négligente avec elle. Quand elle est rentrée ce soir-là, je lui ai montré la plante morte. À ma surprise, Alice n'était pas au courant. Elle a laissé son dîner à moitié mangé et s'est précipitée dans le jardin pour vérifier ses plantes restantes, avec moi qui la suivais. Alice était vraiment attristée en voyant la plante morte. Bien qu'elle n'ait pas éclaté en sanglots,
Elle était visiblement bouleversée. Elle se blâmait, reconnaissant que son emploi du temps chargé et sa vie sociale l'avaient poussée à négliger son jardin. Alice ne cessait de se blâmer et a promis de prioriser ses responsabilités à partir de ce moment-là. Je l'ai juste regardée, espérant qu'elle redeviendrait elle-même. À partir de ce jour-là, Alice est devenue extrêmement attentive à ses plantes, en prenant soin d'elles comme elle l'avait toujours fait. De manière intéressante, elle n'a pas réduit ses sorties sociales. Elle a commencé à se lever tôt pour s'occuper de ses plantes avant de sortir le soir. Passer du temps avec moi semblait être de peu d'importance pour elle. Son principal objectif était de sortir et de prendre soin de ses plantes bien-aimées, qu'elle appelait affectueusement ses bébés. Je sais que cela peut sembler irrationnel et bizarre, mais j'ai commencé à ressentir une certaine jalousie envers son jardin et ses amis. J'ai déjà discuté de mes sentiments avec elle, et elle a initialement promis de diviser son temps également, mais maintenant elle est revenue à sa vieille routine. Je n'ai pas envie d'avoir une autre confrontation. Ça me ferait me sentir idiot. Je veux vraiment résoudre ce problème, mais je ne veux pas en discuter à nouveau avec elle. Alors j'ai décidé de créer de la distance entre nous. Il y a 2 nuits, j'ai fait quelque chose de stupide. Quand je suis rentré du travail, Alice était déjà là. Elle m'a embrassé et a mentionné qu'elle allait rencontrer une amie. Elle avait préparé le dîner pour moi, mais j'étais en colère, même si je ne l'ai pas exprimé. Dès qu'elle est partie, je suis parti aussi. Je n'ai même pas touché au dîner qu'elle avait préparé sur la table à manger. À la place, j'ai appelé un vieil ami et j'ai passé du temps avec lui. Je n'ai pas beaucoup d'amis, donc nous avions beaucoup à nous raconter après ne pas nous être vus depuis longtemps. Mon ami est parti vers 9 heures, mais je ne suis pas rentré chez moi. Je suis allé dans un bar et j'y ai passé des heures. Je ne bois généralement pas beaucoup, mais cette nuit-là j'ai beaucoup bu. Je n'avais aucune intention de rentrer chez moi. Au lieu de cela, j'ai pensé à réserver une chambre d'hôtel et à y passer la nuit. Alors j'ai réservé la chambre d'hôtel. Quand Alice m'a appelé, j'ai délibérément refusé l'appel, ne voulant pas lui parler ou même voir son visage. Elle m'a immédiatement envoyé un SMS, me demandant où j'étais. J'ai fait le choix délibéré de ne pas répondre. J'étais assis sur le lit de la chambre d'hôtel, fixant le plafond, me demandant si mes actions étaient stupides. Mais à ce moment-là, je n'avais aucune envie d'interagir avec elle. Je voulais qu'elle ressente une fraction de la solitude que je ressentais chaque jour, alors je l'ai laissée s'inquiéter pendant que je m'endormais presque instantanément. Le lendemain matin, je me suis réveillé tard à cause de la boisson de la veille. Sans surprise, j'avais mal à la tête. J'ai allumé mon téléphone et j'ai trouvé une avalanche de messages d'Alice, exprimant son inquiétude. Apparemment, elle s'était inquiétée pour moi. J'ai décidé de rentrer chez moi et en arrivant, Alice se préparait à partir travailler. En me voyant, elle m'a bombardé de nombreuses questions, exigeant de savoir où j'avais passé toute la nuit. Elle prétendait avoir été extrêmement inquiète. Son ton était empli de colère, ce qui m'a étrangement apporté un certain soulagement. Je ne lui ai pas menti. Je lui ai expliqué que je ne voulais pas rentrer chez elle puisqu'elle était rarement là. Je me retrouvais souvent seul, alors j'ai choisi de passer mon temps en dehors de la maison. Cette déclaration a déclenché une explosion d'Alice, m'accusant de chercher de l'attention comme un enfant. Sa réaction défensive m'a encore plus exaspéré. Au lieu de reconnaître ses propres torts, elle a rejeté la faute sur moi. C'était frustrant. Nous avons eu une dispute animée, sans retenue, et échangé des paroles blessantes. Finalement, elle est partie dans sa chambre, car aucun de nous deux n'était prêt à céder. J'avais besoin d'écrire cette mise à jour pour exprimer mes sentiments. La situation est devenue de plus en plus insupportable pour moi. Je suis partagé entre l'envie de la suivre pour voir ce qu'elle mijote ou de songer à engager un détective privé. J'ai simplement atteint ma limite. Mise à jour. Les gars, je dois admettre que ce signal d'alarme que j'ai mentionné plus tôt était réel, et je suis soulagé de ne pas l'avoir ignoré. Donc, après cette grosse dispute, Alice et moi avons complètement arrêté de communiquer. Aucun de nous n'était prêt à s'excuser ou à faire des aménagements.
Nous étions tous les deux bouillonnants de colère. Nous partagions la même maison, mais refusions de nous adresser la parole. Nos routines quotidiennes se poursuivaient comme d'habitude. Je préparais le petit déjeuner, et elle s'occupait du dîner. Mais la tension silencieuse persistait. Cette fois, j'avais décidé de ne pas être le premier à faire un pas en avant pour résoudre le conflit. Ce n'était pas une question d'ego. Ça ne semblait tout simplement pas juste. Une semaine plus tard, quand je suis rentré du travail, j'ai eu une surprise. Les lumières étaient éteintes, ce qui était inhabituel car Alice arrivait généralement avant moi. J'ai allumé les lumières et j'ai été surpris. Alice m'avait préparé une surprise. Il y avait un gâteau sur la table du salon avec des ballons et une affiche qui disait « Je suis désolé ». Alice s'est approchée de moi, m'a serré dans ses bras et s'est excusée. Je ne vais pas nier que ça m'a fait du bien de voir ses efforts. Elle a reconnu que c'était de sa faute de ne pas m'écouter et de ne pas me prêter attention. Nous nous sommes réconciliés, et Alice a même cuisiné mon plat préféré. Nous avons apprécié notre repas et avons eu une longue conversation pour la première fois depuis un moment. Je me sentais soulagé, et tout semblait rentrer dans l'ordre. Il y avait tellement de choses à rattraper depuis notre dispute. J'avais craint qu'Alice en soit venue à mépriser notre relation et qu'elle s'en moque. Elle avait semblé si indifférente, et j'avais peur que notre mariage de 5 ans soit au bord de l'effondrement. Cependant, elle a fait tout cela, ce qui m'a rassuré sur le fait qu'elle était prête à faire des efforts pour que notre mariage fonctionne. Son amour pour moi a apporté du bonheur à mon cœur. Malheureusement, ce bonheur a été de courte durée car j'ai bientôt été confronté à la dure réalité des actions d'Alice. Quelques jours après notre réconciliation, mon cœur a été brisé de la manière la plus douloureuse imaginable. J'étais à mon bureau quand j'ai réalisé que j'avais oublié des documents cruciaux dont j'avais besoin à la maison. J'avais travaillé tard la nuit précédente et je les avais laissés sur la table de travail. Mon bureau n'était pas loin de la maison, alors j'ai décidé d'y retourner rapidement pour les récupérer. Je suis rentré chez moi en m'attendant à trouver une maison vide. Cependant, j'ai été surpris de voir la voiture d'Alice dans l'allée. Elle était partie à la crèche le matin, alors pourquoi était-elle rentrée à la maison? En approchant de la maison, j'ai entendu la voix d'un homme, et cela m'a glacé le sang. Quelque chose semblait terriblement mal. Qui pouvait être avec Alice chez nous à cette heure de la journée? Pendant un moment, j'ai voulu fuir, car je n'étais pas prêt à affronter la vérité. Mes pensées étaient en désordre quand je suis entré dans la maison. À ma grande surprise, j'ai découvert qu'elle était engagée dans une rencontre intime avec notre voisin. C'était absolument dégoûtant de découvrir qu'elle était impliquée avec notre voisin perdant. Cet homme, AP, avait récemment emménagé dans notre quartier, et depuis lors, Alice se comportait étrangement. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi elle semblait se lier d'amitié avec tout le monde. J'étais certain qu'Alice avait initié cette amitié, et les choses avaient pris une tournure sombre. C'était comme un moment de déjà-vu, imaginant comment leur relation s'était développée de manière similaire à la nôtre. Je suis resté là, choqué, un moment avant de chasser AP de ma maison. Ma colère m'a donné envie de lui faire du mal, mais plus que lui, j'étais répugné par les actions de ma femme. Je voulais la jeter hors de la maison, mais c'était sa propriété. Elle m'a supplié, prétendant que c'était une erreur ponctuelle et qu'ils le regrettaient tous les deux profondément. Elle a demandé une chance de réparer les choses, mais je ne pouvais pas me résoudre à la croire. Bien que je n'ai pas eu besoin de prouver mes instincts, j'avais un fort désir de révéler sa trahison. Je me suis dirigé directement vers la caméra de sécurité, réalisant qu'elle avait peut-être capturé la personne qui était entrée chez moi. Nous n'avions jamais vérifié les enregistrements de la caméra toutes ces années où nous avions vécu ici. Notre quartier avait toujours été sûr, et nous n'avions jamais été confrontés à une telle situation. Maintenant, il était temps d'utiliser cette caméra. J'ai ouvert les images devant elle et j'ai commencé à lire les enregistrements des derniers jours simultanément. J'ai avancé rapidement jusqu'à l'après-midi où elle était avec lui. Les enregistrements ont clairement montré que ce n'était pas un événement isolé. J'ai ressenti une montée de colère envers tous les deux, lui pour ses actions méprisables et elle pour sa trahison.
Sans dire un mot, j'ai fait mes valises et quitté la maison. Elle m'a supplié de rester et de parler, mais je l'ai simplement repoussée et je suis parti. Pour l'instant, j'ai réservé une chambre dans un hôtel pendant que je réfléchis à mes prochaines étapes. Je suis en contact avec l'avocat pour le divorce et je cherche un nouvel endroit où vivre. J'ai bloqué Alice sur tous les canaux, et même après une semaine, je vois toujours ces messages dans le dossier de spam, mais je n'arrive pas à me résoudre à les lire car cela me remplit de colère. Je vous donnerai des nouvelles une fois que ce chapitre de ma vie sera clos. Lorsque j'ai fait ma dernière mise à jour, mon état mental était pitoyable. Mais en écrivant ceci maintenant, je réalise à quel point j'ai progressé sur le chemin de la guérison. Pendant cette période sombre, la vengeance consumait mes pensées. Je désirais élaborer un plan qui infligerait à Alice la même douleur qu'elle m'avait causée. Je voulais qu'elle ressente l'angoisse que j'avais ressentie. J'ai commencé à planifier ma vengeance sans relâche. C'est devenu une obsession. J'avais l'impression qu'il fallait que je me venge. Alice ne pouvait pas s'en sortir indemne après ce qu'elle m'avait fait. J'ai envisagé divers moyens de la faire souffrir, mais la vie en a décidé autrement et j'ai fini par passer à autre chose une fois le divorce finalisé. J'avais l'intention de donner des nouvelles une fois le divorce réglé, mais je ne voulais pas revisiter mon passé à travers ce fil de discussion, alors j'ai choisi de l'ignorer. Je m'excuse pour cela. J'ai répondu à toutes les personnes bienveillantes qui ont pris de mes nouvelles via des messages privés et des commentaires. Il y a environ une semaine, Alice m'a contacté via une nouvelle adresse e-mail car je l'avais bloquée sur toutes les plateformes précédentes. Elle m'a fait part de son état misérable à plusieurs niveaux. Elle m'a partagé qu'AP l'avait trahi de la pire des manières. Peu de temps après notre divorce, AP a emménagé avec elle. Comme je l'ai mentionné précédemment, il était un individu paresseux sans emploi stable, comptant sur le revenu d'Alice. À la demande d'Alice, il a commencé à travailler dans sa pépinière pour l'aider, mais c'est là qu'il a commencé son manège. Il a commencé à expédier des plantes de la pépinière à l'extérieur et à les vendre à des prix inférieurs pour empocher de l'argent supplémentaire. Alice a rapidement remarqué la disparition de ces plantes. Lorsqu'elle l'a confronté, il a prétendu qu'elles avaient probablement été volées pendant la nuit. Entre-temps, il a réussi à obtenir les papiers de propriété de la pépinière et l'a vendue pour faire une fortune rapide. Ensuite, il a disparu avec l'argent, la laissant dans l'embarras. Alice était complètement dévastée, ayant perdu quelque chose qui représentait tout pour elle. Maintenant, elle se retrouve dans une situation désespérée, manquant de soutien émotionnel, complètement seule. Je lui ai répondu par un simple texto en lui rappelant qu'elle m'avait fait ressentir la même chose. Maintenant, elle se lamentait sur le gaspillage de ses efforts, et je ne pouvais m'empêcher de faire un parallèle. J'avais passé de nombreuses années à entretenir notre relation pour qu'elle la rejette si facilement au profit d'une aventure avec notre voisin, qui clairement n'était pas sérieux. C'était comme si son karma la rattrapait, car elle ressentait la douleur qu'elle m'avait infligée. Ce jour-là, ma croyance en le karma s'est renforcée. Alice récoltait ce qu'elle avait semé, et cela ne lui plaisait pas. Malgré ma déclaration claire de ne pas vouloir de contact avec elle, Alice a fait plusieurs tentatives pour renouer et s'excuser. Cependant, je suis resté ferme dans ma décision de l'ignorer. J'ai appris par un ami qu'elle faisait face à de graves problèmes financiers en raison de la perte de sa pépinière. Le voisin avec qui elle m'avait trompé avait disparu de sa vie et était retourné chez lui, laissant Alice complètement seule dans tous les aspects. Passer outre ce divorce n'a pas été facile, et cela m'a laissé brisé. Mais je n'avais pas d'autre choix. Je me suis plongé dans mon travail pour chasser ces pensées obsédantes. Et cela s'est avéré bénéfique. J'ai travaillé avec diligence pour rester occupé et finalement obtenu la promotion que j'avais toujours désirée. Cette réussite n'aurait pas été possible sans prioriser moi-même et ma santé mentale. J'ai rompu tous les liens avec mon passé et me suis concentré pleinement sur le présent, ce qui m'a permis de reprendre le contrôle de ma vie et de trouver la stabilité.